Le 7 septembre 2000, Henri Fontaine monte les marches grinçantes qui mènent au grenier de sa maison familiale de Lyon pour la dernière fois. Dans quelques semaines, la propriété sera vendue et avec elle, les fantômes de 22 années de recherches infructueuses. Sa fille Marguerite a disparu un soir de septembre 1978, quand elle n'avait que 17 ans. Depuis, Henri a consacré chaque instant de sa vie à la retrouver. Il a parcouru la France entière, collé des milliers d'affiches, contacté tous les services de police possibles. Mais ce matin-là, en déplaçant une vieille étagère couverte de poussière pour préparer le déménagement, Henri découvre quelque chose qui le fait s'effondrer sur le plancher. Derrière le meuble, dissimulé dans un compartiment qu'il n'avait jamais remarqué en 22 ans, se trouve un objet qui va révéler une vérité si bouleversante que toute la famille Fontaine devra reconsidérer chaque souvenir, chaque moment vécu depuis cette nuit fatidique de septembre. Comment est-il possible qu'après plus de 2 décennies de recherches acharnées, la réponse ait toujours été là, cachée sous leur propre toit? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les affaires mystérieuses réelles comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Lyon, septembre 1978. La France traverse une période de transformation sociale importante. La ville, deuxième agglomération du pays, vit au rythme de son industrie textile en déclin et de son essor dans le secteur tertiaire. Le quartier de la Croix-Rousse, ancien fief des Canutes, garde encore cette atmosphère particulière des pentes où se mêlent vieilles bâtisses ouvrières et petits commerces familiaux. C'est dans ce quartier que vivent les Fontaines depuis 3 générations. Henri, 42 ans, a repris la petite imprimerie familiale située rue des Tables Claudiennes. Un homme méticuleux, aux mains tachées d'encre, qui connaît chaque machine de son atelier comme si c'était un membre de sa famille. Son épouse Claire, 40 ans, enseigne à l'école primaire du quartier depuis 15 ans. Une femme douce mais ferme, respectée par ses collègues et adorée par ses élèves. Leur fille aînée, Marguerite, a 17 ans en cette rentrée de septembre. Grande, les cheveux châtains coupés au carré selon la mode de l'époque, elle possède ce mélange particulier de timidité et de détermination qui caractérise souvent les adolescentes. Élève sérieuse au lycée Édouard Herriot, elle se destine à des études de lettres. Marguerite passe ses après-midi plongée dans les romans de Zola et de Maupassant, rêvant de devenir professeur de français. Ses cahiers, toujours impeccablement tenus, témoignent de son caractère appliqué. Julien, son frère cadet de 14 ans, est son opposé. Garçon turbulent et passionné de football, il passe son temps au stade municipal avec ses camarades. Malgré leurs différences, le lien entre le frère et la sœur est profond. Marguerite aide Julien avec ses devoirs chaque soir, et celui-ci la défend farouchement contre les moqueries de ses camarades de classe qui trouvent sa sœur trop sérieuse. La famille occupe une maison de 3 étages typique de la Croix-Rousse, avec ses hauts plafonds et son escalier en colimaçon. Le rez-de-chaussée abrite un petit salon et la cuisine. Le premier étage compte 3 chambres, et le dernier niveau, sous les toits, sert de grenier où s'accumulent les souvenirs de plusieurs générations de Fontaines. Des meubles anciens, des cartons de documents, des vêtements d'époque, des jouets d'enfants oubliés. L'atmosphère familiale est stable, presque routinière. Henri rentre de l'imprimerie chaque soir à 19 heures précises. Claire prépare le dîner en écoutant les informations à la radio. Les enfants font leurs devoirs dans leurs chambres respectives. Le dimanche, la famille déjeune chez les parents de Claire à Villeurbanne. Une vie ordinaire, paisible, où les seuls drames sont les mauvaises notes occasionnelles de Julien ou les petites disputes conjugales sur les dépenses du ménage. Marguerite a une meilleure amie, Simone Lacroix, qu'elle connaît depuis l'école primaire. Les 2 jeunes filles sont inséparables. Elles partagent tout, leurs secrets, leurs rêves, leurs premiers émois amoureux. Simone, plus extravertie que Marguerite, l'encourage souvent à sortir davantage, à profiter de sa jeunesse. Mais Marguerite préfère la sécurité de sa chambre et de ses livres. Cette normalité rassurante va être brisée en une seule soirée de septembre, transformant à jamais la vie de cette famille lyonnaise.
Personne, ce matin-là, ne pouvait imaginer que le quotidien qu'ils connaissaient touchait à sa fin, que leur certitude allait être pulvérisée et qu'une absence inexpliquée allait les hanter pendant plus de 2 décennies. Le samedi 16 septembre 1978 commence comme n'importe quel week-end pour la famille Fontaine. Le ciel lyonnais est gris, typique de ces débuts d'automne où la chaleur de l'été s'efface progressivement. Henri part tôt à l'imprimerie pour terminer une commande urgente. Claire profite de la matinée pour faire les courses au marché de la Croix-Rousse. Julien joue au football avec ses amis sur le terrain vague près de la montée de la Grande Côte. Marguerite se réveille vers 10 heures. Elle descend à la cuisine en robe de chambre, les cheveux en désordre, encore ensommeillée. Claire lui prépare un chocolat chaud et des tartines. La mère remarque que sa fille semble préoccupée, distante. Quand elle lui demande si tout va bien, Marguerite répond simplement qu'elle a mal dormi, qu'elle a fait des cauchemars, qu'elle ne parvient pas à se rappeler clairement. L'après-midi, Marguerite monte dans sa chambre. On l'entend mettre un disque de Françoise Hardy. Par la fenêtre entr'ouverte, la mélodie de « Comment te dire adieu » flotte dans l'escalier. Claire reprise des chaussettes dans le salon en écoutant les informations radiophoniques. À 16 heures, le téléphone sonne. Claire décroche. C'est Simone Lacroix qui demande à parler à Marguerite. La conversation dure environ 10 minutes. Claire n'entend que les réponses de sa fille. Des oui, des d'accord, quelques rires. Quand Marguerite redescend, elle annonce à sa mère que Simone l'a invitée à retrouver des amis au café près du lycée. Claire hésite un instant. Ce n'est pas dans les habitudes de Marguerite de sortir le soir, surtout sans prévenir longtemps à l'avance. Mais sa fille insiste, dit que ce sera juste quelques heures, qu'elle sera rentrée avant 22 heures. Claire finit par accepter, heureuse de voir Marguerite faire un effort pour être plus sociable. À 18h30 précise, Marguerite descend l'escalier. Elle porte un jean, un pull bleu marine et sa veste en jean qu'elle affectionne particulièrement. Ses cheveux sont attachés en queue de cheval. Elle embrasse rapidement sa mère sur la joue, prend son petit sac à main beige et sort par la porte principale. Claire la regarde s'éloigner dans la rue. C'est la dernière fois qu'elle voit sa fille. Les premières heures passent normalement. Henri rentre de l'imprimerie vers 19h15, un peu plus tard que d'habitude. Julien revient du football vers 20h, affamé et couvert de boue. La famille dîne sans Marguerite, chose inhabituelle mais pas alarmante. Claire a préparé un pot-au-feu. Il parle de choses banales, du match de Julien, d'une machine à l'imprimerie qui nécessite des réparations. 22 heures arrivent, pas de Marguerite. Claire commence à regarder l'horloge plus fréquemment. 22h30. L'inquiétude monte. Henri essaie de la rassurer, dit que les jeunes perdent la notion du temps, que Marguerite est sûrement en train de bavarder avec ses amis. Mais Claire connaît sa fille. Marguerite n'est pas du genre à rentrer en retard sans prévenir. À 23h, Henri décide d'appeler chez les Lacroix. C'est la mère de Simone qui répond. Non, Simone est rentrée depuis longtemps, vers 20h30. Elle est déjà couchée. Marguerite. Non, Simone n'a pas vu Marguerite ce soir. Il doit y avoir une confusion. Henri insiste, explique que Marguerite est sortie après avoir reçu un appel de Simone. Un silence gêné à l'autre bout du fil. Madame Lacroix va réveiller sa fille. Simone prend le téléphone, la voix pâteuse de sommeil. Non, elle n'a pas appelé Marguerite aujourd'hui. Elle l'a vue hier au lycée, mais elle n'avait rien prévu pour ce soir. Elle ne comprend pas de quoi Monsieur Fontaine parle. L'angoisse devient panique. Henri et Claire enfilent leurs manteaux et sortent dans la nuit lyonnaise. Ils parcourent les rues de la Croix-Rousse, interrogent les rares passants, vérifient les cafés encore ouverts. Personne n'a vu Marguerite. Les bistrots ferment les uns après les autres. La ville s'endort pendant que les parents de Marguerite sombrent dans le cauchemar. À 2h du matin, Henri se rend au commissariat central de Lyon, rue de la République. L'agent de permanence, un homme d'une 50aine d'années, aux yeux fatigués, prend note de la disparition. Mais son attitude est celle qu'ont souvent les policiers face aux fugues adolescentes. Il explique à Henri que la plupart des jeunes qui disparaissent ainsi reviennent dans les 48 heures. Une dispute familiale, un petit ami secret, le désir de liberté.
Henri insiste sur le fait que Marguerite n'est pas comme ça, qu'elle n'a aucune raison de fuir. L'agent remplit quand même le formulaire de disparition inquiétante, promet qu'ils commenceront les recherches dès le lendemain. Claire attend à la maison, au cas où Marguerite rentrerait. Elle est assise dans le salon, les lumières allumées, incapable de bouger. Julien, réveillé par l'agitation, est descendu et s'est assis près de sa mère en silence. Quand Henri rentre du commissariat, le jour commence à poindre. La famille Fontaine n'a pas dormi, et cette insomnie ne sera que la première d'une longue série qui s'étendra sur 22 années. Le dimanche, les recherches s'organisent. Des voisins, des collègues de Claire, des clients de l'imprimerie d'Henri se joignent pour ratisser le quartier. L'inspecteur Bernard Marchand, un homme d'une quarantaine d'années au regard perçant, prend en charge l'enquête. Il interroge longuement les parents, Julien, Simone. Tous racontent la même version. L'appel téléphonique, le départ de Marguerite, l'attente, l'angoisse. Mais l'appel téléphonique pose problème. Simone jure qu'elle n'a pas appelé. Qui alors? Les relevés téléphoniques de l'époque sont rudimentaires et il faudra des semaines pour obtenir les informations de l'opérateur. En attendant, l'inspecteur Marchand explore toutes les pistes. Le petit ami secret. Marguerite n'en avait pas. Tous les témoignages concordent. Une fugue? Aucun vêtement ne manque dans sa chambre. Son livret de caisse d'épargne n'a pas été touché. Un enlèvement? Mais pourquoi? Les Fontaine ne sont pas riches. Aucune demande de rançon n'arrive. Les jours passent. Les affiches avec le visage souriant de Marguerite apparaissent sur tous les murs de Lyon. Sa photo, prise lors du dernier été, montre une jeune fille aux yeux clairs, un léger sourire aux lèvres, disparue le 16 septembre 1978. Si vous avez des informations, contactez. Le numéro de téléphone des Fontaine est imprimé en gros caractères. Les témoignages affluent, contradictoires et souvent inutiles. Quelqu'un a vu une jeune fille correspondant à la description près de la gare de Perrache. Un autre l'a aperçue montant dans une voiture noire. Un troisième affirme l'avoir croisée à Villeurbanne. Chaque piste est vérifiée méthodiquement par l'inspecteur Marchand et son équipe. Toutes mènent à des impasses. Un détail, cependant, intrigue l'inspecteur. Dans la chambre de Marguerite, sur son bureau, il y a un cahier ouvert. La dernière page écrite contient un poème que Marguerite était en train de recopier, un vers de Baudelaire. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Le stylo est posé à côté, le capuchon dévissé, comme si elle avait été interrompue en pleine écriture. Mais c'était l'après-midi, avant le fameux appel téléphonique. Ce détail est noté dans le dossier mais ne mène nulle part pour le moment. Les premières semaines après la disparition de Marguerite sont un brouillard de douleur et d'incompréhension pour la famille Fontaine. Claire prend un congé de l'école. Elle est incapable d'enseigner, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit d'autre que l'absence de sa fille. Elle passe ses journées assises près du téléphone, espérant l'appel qui annoncerait que Marguerite a été retrouvée. Chaque sonnerie la fait sursauter. Chaque fois, c'est une fausse alerte. Un journaliste, un curieux, parfois un fou qui prétend savoir quelque chose. Henri continue d'aller à l'imprimerie, mais son esprit est ailleurs. Ses employés, 2 hommes qui travaillent avec lui depuis des années, font de leur mieux pour maintenir l'activité à flot. Henri fait des erreurs dans les commandes, oublie des rendez-vous avec des clients. La nuit, il ne dort presque pas. Il reste éveillé, ressassant chaque détail du 16 septembre, cherchant ce qu'il aurait pu faire différemment. Julien retourne au lycée après une semaine d'absence. Ses camarades ne savent pas comment réagir face à lui. Certains évitent son regard, gênés. D'autres lui posent des questions insensibles sur sa sœur. Il se bagarre avec un garçon qui a fait une remarque déplacée sur Marguerite. Le garçon de 14 ans qu'il était, insouciant et rieur, disparaît. À sa place émerge un adolescent renfermé, colérique, qui traîne sa peine comme un fardeau trop lourd pour ses épaules. L'inspecteur Marchand continue son enquête méthodiquement. Les relevés téléphoniques arrivent finalement en novembre. L'appel du 16 septembre provenait bien du domicile des Lacroix. Mais à une heure où toute la famille jure qu'ils étaient sortis, la maison vide. Quelqu'un a donc utilisé leur téléphone en leur absence. Mais qui?
Comment cette personne est-elle entrée? Les Lacroix ne se souviennent d'aucune effraction, aucune fenêtre brisée, aucune porte forcée. Madame Lacroix se rappelle cependant avoir trouvé une fenêtre de la cuisine entr'ouverte à leur retour, alors qu'elle était certaine de l'avoir fermée avant de partir. Détail troublant, mais insuffisant. Les mois passent, l'hiver arrive, froid et humide. Lyon se couvre de brouillard. Les recherches actives diminuent progressivement. L'inspecteur Marchand garde le dossier ouvert, mais d'autres affaires réclament son attention. Il continue à appeler les Fontaine régulièrement pour leur dire qu'il n'abandonne pas, qu'il y pense encore. Mais Henri et Claire voient bien que l'espoir s'amenuise dans son regard. Claire retourne enseigner en janvier 1979. Elle a besoin de la routine, de l'occupation mentale que procure le travail, mais elle n'est plus la même enseignante. Les enfants le sentent. Elle est plus stricte, moins patiente, comme si elle leur en voulait secrètement de leur insouciance, de leur présence, alors que Marguerite n'est pas là. La première année s'écoule dans une attente douloureuse. Chaque événement familial est marqué par l'absence. Le 18 mars 1979, Marguerite aurait eu 18 ans. Claire prépare son gâteau préféré, une tarte aux pommes. Ils la mangent en silence. 3 personnes autour d'une table qui devrait en accueillir 4. Une place reste vide, le couvert mis comme si Marguerite allait arriver d'un instant à l'autre. L'été suivant, la famille ne part pas en vacances. Comment pourrait-il profiter de la mer ou de la montagne alors que Marguerite est quelque part, peut-être en danger, peut-être pire? Cette pensée hante surtout Henri. Où est-elle? Que lui est-il arrivé? Est-elle encore en vie? Ces questions tournent en boucle dans sa tête, jour et nuit, sans réponse. Les théories se multiplient au fil des ans. Certains voisins murmurent que Marguerite a fui un foyer malheureux, qu'il devait y avoir des tensions familiales dont personne n'était au courant. Claire surprend un jour une conversation de ce genre à l'épicerie du coin. Elle en est blessée profondément. Comment ose-t-il? Comment ose-t-il salir la mémoire de sa fille avec leurs suppositions malveillantes? D'autres théories plus sombres circulent. Un prédateur qui rôdait dans le quartier, une secte qui enlevait des jeunes filles, un réseau de prostitution. Chaque nouvelle disparition de jeunes femmes en France ravive l'espoir terrible des Fontaine. Et si c'était lié? Et si Marguerite était détenue quelque part avec d'autres victimes? À chaque fois, l'inspecteur Marchand vérifie, compare, cherche des similitudes. À chaque fois, rien. 5 ans après la disparition, en septembre 1983, un corps est retrouvé dans la Saône, près de Neuville-sur-Saône. Une jeune femme noyée depuis plusieurs mois selon l'expertise médicale. Les autorités contactent Henri. Il doit venir identifier le corps. Le trajet jusqu'à la morgue est le plus long de sa vie. Dans sa tête, il prie pour que ce ne soit pas Marguerite, tout en espérant paradoxalement que ce soit elle, que l'attente s'arrête enfin, qu'il puisse au moins la ramener à la maison, l'enterrer dignement. Ce n'est pas elle, le corps est celui d'une autre disparue. Henri ressort de la morgue avec un mélange de soulagement et de désespoir renouvelé. Julien grandit dans l'ombre de sa sœur disparue. À 19 ans, en 1983, il quitte Lyon pour Paris. Il ne supporte plus l'atmosphère pesante de la maison familiale, les silences lourds, les regards tristes de ses parents. Il s'inscrit à l'université, étudie l'ingénierie. Il appelle ses parents chaque dimanche, mais les conversations sont brèves, tendues. Julien se sent coupable de vivre sa vie alors que Marguerite n'a jamais eu cette chance. Henri, lui, ne renonce jamais. Il constitue des dossiers méticuleux. Chaque coupure de journal sur une disparition, chaque information qui pourrait avoir un lien, même ténu, avec le cas de Marguerite. Il contacte des associations de familles de disparus, participe à des émissions de télévision où l'on appelle les témoins, colle de nouvelles affiches chaque année à la date anniversaire de la disparition. Claire développe une relation particulière avec Simone Lacroix qui continue de venir régulièrement à la maison. Simone se sent terriblement coupable, comme si c'était sa faute, comme si l'usage de son téléphone familial pour cet appel mystérieux la liait d'une manière ou d'une autre à la disparition de sa meilleure amie. Elle étudie la psychologie à l'université et consacre son mémoire de maîtrise au traumatisme des familles de disparus.
Claire trouve un certain réconfort dans ses visites, comme si une partie de Marguerite vivait encore à travers cette jeune femme qui l'aimait tant. Les années 90 arrivent. La technologie progresse. Les ordinateurs se démocratisent. L'inspecteur Marchand, désormais proche de la retraite, informatise l'ancien dossier papier de Marguerite Fontaine. Il le verse dans les nouvelles bases de données nationales. Peut-être qu'un jour, une correspondance surviendra, une empreinte digitale, un témoignage dans une autre région. En 1995, 17 ans après la disparition, Claire tombe gravement malade. Un cancer du sein diagnostiqué trop tard. Elle lutte pendant 2 ans, affaiblie par la chimiothérapie. Henri s'occupe d'elle avec un dévouement absolu, comme s'il essayait de compenser son impuissance face à la disparition de Marguerite. Claire meurt en février 1997, à l'âge de 59 ans. Sur son lit de mort, elle tient la main d'Henri et murmure « Tu la retrouveras. Je sais que tu la retrouveras. » Après la mort de Claire, Henri vit seul dans la grande maison de la Croix-Rousse. Julien, qui s'est marié et a 2 enfants, vit toujours à Paris. Il propose à son père de venir habiter avec eux, mais Henri refuse. Il ne peut pas quitter cette maison. C'est le dernier endroit où Marguerite a vécu. S'il part, il aura l'impression de l'abandonner définitivement. Les pièces vides résonnent du silence. Henri continue de monter de temps en temps dans la chambre de Marguerite, restée exactement comme elle l'avait laissée ce samedi de septembre. Les posters au mur, les livres sur l'étagère, le cahier avec le vers de Baudelaire inachevé, un sanctuaire figé dans le temps. En 1999, l'inspecteur Marchand prend sa retraite. Il passe voir Henri une dernière fois avant de quitter Lyon pour s'installer dans le Midi. Les 2 hommes, qui ont passé 21 ans à chercher Marguerite ensemble, restent assis dans le salon sans beaucoup parler. Qu'y a-t-il à dire après tout ce temps? Marchand laisse à Henri son numéro personnel, si jamais il y a du nouveau, qu'il n'hésite pas à appeler. Mais tous 2 savent que les chances s'amenuisent chaque année. Pourtant, le destin réserve encore une surprise, une découverte qui va tout changer. Mais pour cela, il faudra attendre septembre 2000. Et un déménagement que Henri repousse depuis des années. Le printemps de l'an 2000 marque un tournant pour Henri Fontaine. À 64 ans, il se fait à l'idée qu'il ne peut plus vivre seul dans cette grande maison. Son fils, Julien, insiste depuis des mois. Les escaliers deviennent difficiles à monter, les pièces trop nombreuses pour un homme seul. L'imprimerie a été vendue 3 ans plus tôt lors de la maladie de Claire. Henri vit désormais de sa retraite modeste. En mai, un jeune couple visite la maison. Il la trouve charmante, malgré son état vieillot et le besoin évident de rénovation. Ils font une offre. Henri hésite longuement. Accepter cette vente, c'est accepter de fermer définitivement un chapitre de sa vie. C'est admettre que Marguerite ne reviendra jamais. Mais les arguments pratiques finissent par l'emporter. Il signe la promesse de vente en juin. Le notaire fixe la date de l'acte définitif au 15 octobre 2000. Henri a donc 5 mois pour préparer le déménagement. Julien vient de Paris début juillet pour aider son père à trier les affaires. Les 2 hommes travaillent en silence, vidant les placards, emballant les souvenirs. Julien a maintenant 36 ans. Il ressemble de plus en plus à son père, la même mâchoire carrée, les mêmes rides de soucis au coin des yeux. Ses propres enfants, un garçon et une fille de 8 et 6 ans, courent dans les pièces vides, ignorant le poids d'histoire que contiennent ces murs. Fin août, la plupart des pièces sont vidées. Reste la chambre de Marguerite, que Henri n'a pas encore osé toucher, et le grenier. Ce grenier immense, qui court sur toute la longueur de la maison, rempli de 3 générations d'objets accumulés. Des malles contenant les vêtements de ses grands-parents, des cartons de dossiers de l'imprimerie, des jouets d'enfants, des meubles brisés qu'on pensait un jour réparer. Le 7 septembre 2000, exactement 22 ans jour pour jour après la disparition de Marguerite, Henri décide de s'attaquer au grenier. Il est seul dans la maison. Julien est reparti à Paris la veille. Il reviendra pour l'acte de vente en octobre. La météo est clémente, un de ces derniers beaux jours avant l'automne. Henri monte lentement les marches qui mènent au grenier. La porte grince sur ses gonds rouillés. L'odeur de poussière et de bois ancien le saisit. Une seule lucarne éclaire faiblement l'espace encombré.
Des ombres dansent sur les piles de carton. Henri allume l'ampoule nue qui pend du plafond. La lumière jaunâtre révèle le chaos organisé de décennies de vie. Il commence par les objets les plus évidents, des valises vides, bonnes pour la déchetterie. Des cadres sans tableau, des lampes cassées. Chaque objet qu'il soulève aussi un nuage de poussière et parfois un souvenir. Cette chaise, c'était celle de son père qui aimait s'asseoir devant la fenêtre du salon. Cette machine à coudre, c'était celle de sa mère qui raccommodait les vêtements de toute la famille. Vers midi, Henri fait une pause. Il redescend à la cuisine, se prépare un sandwich, boit un verre d'eau. Il regarde par la fenêtre la rue où Marguerite a marché pour la dernière fois. 22 ans. Plus de la moitié de sa vie passée à la chercher. Il remonte au grenier, déterminé à finir au moins une partie du tri aujourd'hui. C'est en déplaçant une vieille étagère en bois massif, coincée contre le mur du fond, qu'Henri fait une découverte étrange. L'étagère résiste, lourde et encombrante. Il la tire de toutes ses forces, elle bascule légèrement. Derrière, le mur présente une irrégularité, une sorte de panneau de bois qui ne correspond pas au reste du mur, blanchi à la chaux. Henri s'approche, intrigué. Ce panneau d'environ 80 cm de haut, sur 60 de large, semble avoir été ajouté après coup. Il n'est pas peint, contrairement au reste du grenier. Henri passe sa main dessus. Le bois est brut, légèrement rugueux. Sur le côté, il y a 2 petites charnières rouillées. Ce n'est pas un mur, c'est une porte, un compartiment secret. Son cœur se met à battre plus vite. En 22 ans de vie dans cette maison, dont 42 avant la disparition de Marguerite, il n'a jamais remarqué ce panneau. L'étagère était là depuis toujours, personne ne l'avait jamais déplacée. Personne ne savait qu'il y avait quelque chose derrière. Henri cherche un moyen d'ouvrir le panneau. Il n'y a pas de poignée visible. Il glisse ses doigts sur le bord, trouve une prise, tire doucement. Le bois grince. Le panneau s'ouvre vers l'extérieur, révélant un espace creux d'environ 50 cm de profondeur, creusé dans l'épaisseur du mur. Un espace juste assez grand pour y cacher des objets. Et il y a quelque chose à l'intérieur. Henri distingue des formes dans l'obscurité du compartiment. Sa main tremble quand il tend le bras pour saisir ce qui s'y trouve. Ses doigts touchent du tissu. Il tire vers lui. C'est une veste en jean délavé, la veste de Marguerite, celle qu'elle portait le soir de sa disparition. La pièce se met à tourner autour d'Henri. Il s'assoit lourdement sur le plancher poussiéreux, la veste entre les mains. Il la porte à son visage. L'odeur a disparu depuis longtemps, remplacée par celle du renfermé et de la moisissure, mais c'est bien la veste de sa fille. Il reconnaît la déchirure sur la manche gauche que Marguerite avait fait en s'accrochant à une clôture l'année avant sa disparition. Il reconnaît le pins sur le col, un petit badge avec le symbole de la paix. Comment est-ce possible ? Comment cette veste peut-elle être ici, cachée dans un compartiment secret du grenier familial? Henri plonge de nouveau la main dans le compartiment. Il y a d'autres objets. Un sac à main beige. Le sac de Marguerite. Henri l'ouvre d'une main tremblante. À l'intérieur, son portefeuille contenant sa carte d'identité, quelques francs, des tickets de bus. Une photo de la famille prise l'été précédent. Un tube de rouge à lèvres. Et il y a autre chose. Un cahier à spirale similaire à ceux que Marguerite utilisait pour l'école. Henri le sort du compartiment, l'approche de la lumière. Sur la couverture, d'une écriture qu'il reconnaît immédiatement, le prénom Marguerite est inscrit. Henri ouvre le cahier. La première page est datée du 10 septembre 1978, 6 jours avant la disparition. Les pages sont couvertes de l'écriture appliquée de sa fille. C'est un journal intime. Henri commence à lire, les larmes brouillant sa vision. Les premières entrées parlent de choses banales. Les cours au lycée, une dispute avec Julien à propos d'un disque emprunté sans permission, les devoirs de français, puis le ton change. À la date du 14 septembre, Marguerite écrit quelque chose qui glace le sang d'Henri. « Je ne peux plus continuer à garder ce secret. Ça me ronge de l'intérieur. Je dois en parler à quelqu'un, mais à qui? Si je le dis, tout va exploser. La famille sera détruite. Mais si je ne dis rien, je vais devenir folle. » Henri tourne les pages fébrilement.
L'entrée du 15 septembre, la veille de la disparition, est plus longue, plus désespérée. Marguerite y décrit une conversation qu'elle a surprise quelques jours auparavant. Une conversation entre deux personnes qu'elle ne nomme pas clairement, mais dont elle suggère qu'elles sont proches de la famille. Une conversation qui révélait quelque chose de terrible, quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû entendre. La dernière entrée date du 16 septembre, le jour même de la disparition. Elle est brève, griffonnée rapidement, l'écriture moins soignée que d'habitude. C'est décidé. Je vais tout dire ce soir. Je ne peux plus vivre avec ça. Simone m'a conseillé de réfléchir encore, mais c'est tout réfléchi. Après le dîner, je parlerai à papa. Il saura quoi faire. J'ai tellement peur de sa réaction, mais je n'ai plus le choix. Henri reste figé, le cahier sur les genoux. Le soleil a commencé à descendre, projetant des ombres allongées dans le grenier. Marguerite savait quelque chose, un secret si important qu'elle envisageait de le révéler, et elle a disparu le jour même où elle devait en parler. Ce ne peut pas être une coïncidence. Mais qui d'autre savait pour ce journal? Qui a caché ces objets ici? Et surtout, où est Marguerite maintenant? Henri Fontaine reste assis dans le grenier jusqu'à ce que l'obscurité soit presque complète. Le cahier de Marguerite serré contre sa poitrine, il essaie de mettre de l'ordre dans ses pensées. 22 ans. Pendant 22 ans, ces objets étaient là, à quelques mètres au-dessus de sa tête, pendant qu'il cherchait sa fille aux quatre coins de la France. Il redescend finalement, ses genoux craquant douloureusement dans l'escalier. Dans le salon, il allume toutes les lumières. Il étale les objets trouvés sur la table basse. La veste, le sac, le portefeuille, le journal intime. Il photographie chaque objet avec l'appareil photo numérique que Julien lui a offert pour son anniversaire. Ses mains tremblent tellement qu'il doit s'y reprendre à plusieurs fois. Il est 23 heures passées quand il compose le numéro de Julien. Son fils répond après plusieurs sonneries, la voix ensommeillée. « Papa, tout va bien? Il est tard ?» Henri a du mal à parler. Sa gorge est serrée. Il inspire profondément. « Julien, j'ai trouvé quelque chose. Dans le grenier. Les affaires de Marguerite. Sa veste, son sac, un journal intime. Un silence à l'autre bout du fil. Puis la voix de Julien, soudain totalement réveillée, tendue. « Quoi? Comment est-ce possible? Où était-elle » Henri explique le compartiment secret, l'étagère, les 22 ans passés sans savoir. Julien écoute sans l'interrompre. Quand Henri a terminé, son fils reste silencieux un long moment. « Papa, il faut appeler la police, immédiatement. » Je sais, mais Julien, il y a quelque chose dans son journal. Elle savait quelque chose, un secret. Elle voulait m'en parler le soir de sa disparition. Un secret sur quoi? Je ne sais pas, elle ne le dit pas clairement, mais c'était grave, assez grave pour qu'elle ait peur de le révéler. Tu as lu tout le journal? Pas encore, je voulais t'appeler d'abord. Papa, lis-le entièrement cette nuit. Demain matin, je prends le premier train pour Lyon. On ira ensemble à la police avec tous les éléments. Après avoir raccroché, Henri se prépare un café fort et s'installe dans le fauteuil du salon. Il ouvre le journal de Marguerite et commence à lire depuis le début, méthodiquement cette fois. Les premières pages remontent à juin 1978. Marguerite y parle de ses révisions pour le baccalauréat, de ses projets d'études, de ses lectures. Elle mentionne ses sorties avec Simone, un film qu'elles sont allées voir au cinéma, une discussion sur l'avenir. Le ton est celui d'une adolescente ordinaire, avec ses préoccupations, ses rêves, ses petites anxiétés. Puis, début septembre, quelque chose change. Le 6 septembre, Marguerite écrit « Aujourd'hui, je suis rentrée plus tôt que prévu de chez Simone. J'avais oublié mon livre de français. En montant chercher dans ma chambre, j'ai entendu des voix au 2e étage. La porte du bureau était entr'ouverte. Je n'aurais pas dû écouter, mais j'ai reconnu la voix et je me suis demandé ce qu'il faisait là. Ce que j'ai entendu m'a glacé le sang. Je ne peux pas l'écrire, c'est trop terrible. J'ai peur. Qu'est-ce que je dois faire ?» Henri se redresse dans son fauteuil. Le bureau du 2e étage, c'était son bureau. L'endroit où il gérait les papiers de l'imprimerie, où il recevait parfois des fournisseurs ou des clients. Quelqu'un était là avec lui, un jour de septembre. Henri fouille dans sa mémoire, il y a 22 ans. Les souvenirs sont flous. Il recevait tellement de monde à l'époque.
Il continue de lire. Le 8 septembre. Je n'arrive pas à dormir. Chaque fois que je ferme les yeux, je revois la scène. J'entends les mots. Comment est-ce possible? Pourquoi? Je ne comprends pas. Simone me dit que j'ai peut-être mal compris, mal entendu, mais je sais ce que j'ai entendu. Je ne peux pas me tromper sur quelque chose d'aussi grave. Le 10 septembre. J'ai observé aujourd'hui, pendant le déjeuner, personne ne remarque rien. Il continue comme si tout était normal. Comment peut-on vivre normalement après avoir fait quelque chose comme ça? J'ai essayé de croiser son regard, mais il m'évite. Il sait que je sais. Henri sent la sueur perler sur son front. Marguerite parle d'un homme. Qui? Pas Henri lui-même, puisque Marguerite projetait de lui parler. Quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui venait à la maison. Quelqu'un de la famille. Un ami proche. Le 12 septembre. Papa a remarqué que j'étais préoccupé ce soir. Il m'a demandé si tout allait bien au lycée. J'ai failli tout lui dire à ce moment-là. Mais maman et Julien étaient là aussi. Je ne peux pas parler de ça devant tout le monde. Il faut que je sois seul avec papa, bientôt, très bientôt. Le 15 septembre. Dernière nuit avant de tout révéler. J'ai prié pour avoir le courage. Demain soir, après le dîner, je demanderai à papa si on peut parler seul. Je lui montrerai ce cahier. Je lui expliquerai ce que j'ai découvert. C'est lui qui décidera quoi faire ensuite. Je ne peux plus porter ce poids toute seule. Simone pense que je devrais attendre encore, réfléchir plus longtemps. Mais qu'y a-t-il à réfléchir? Un crime a été commis. Les mensonges ont assez duré. Henri sent ses mains se glacer. Un crime. Marguerite avait découvert un crime. Quel crime? Commis par qui? Il tourne la page vers la dernière entrée, celle du 16 septembre. Les mots dansent devant ses yeux. 15h30, je viens de parler à Simone au téléphone. Elle est inquiète pour moi. Elle me supplie d'attendre, de ne rien dire ce soir. Mais c'est décidé. Après le dîner, je parlerai. Peut-être que je me trompe sur l'ampleur de la chose. Peut-être qu'il y a une explication. Mais je dois savoir la vérité. 18h. Le téléphone a sonné il y a 10 minutes. C'était une voix que je ne reconnaissais pas. Une femme. Elle a dit qu'elle appelait de la part de Simone, que mes amis m'attendaient au café. Je lui ai dit que Simone ne m'avait pas parlé de ça cet après-midi. Elle a insisté, a dit que c'était une surprise. J'ai accepté d'y aller. Peut-être que ça me fera du bien de sortir un peu avant la grande conversation avec papa. Quand je rentrerai, Le texte s'arrête là, au milieu d'une phrase, comme si Marguerite avait été interrompue. Henri fixe la page, le cœur battant. Le téléphone. L'appel mystérieux. Ce n'était pas Simone, c'était quelqu'un qui se faisait passer pour elle. Quelqu'un qui a attiré Marguerite hors de la maison. Quelqu'un qui savait qu'elle s'apprêtait à révéler un secret. Henri se lève brusquement, fait les 100 pas dans le salon. Son cerveau travaille à toute vitesse. Qui savait que Marguerite avait découvert quelque chose? Elle n'en avait parlé qu'à Simone, selon le journal. Simone. Il faut qu'il parle à Simone. Il regarde l'horloge. 3h du matin. Trop tard pour appeler. Il devra attendre l'aube. Henri retourne au journal, le relit une 3e fois, cherchant le moindre indice supplémentaire. Mais Marguerite a été prudente. Elle ne nomme personne. Elle ne décrit pas précisément ce qu'elle a entendu, sauf dans la toute dernière page. Henri ne l'avait pas remarqué lors de sa première lecture. C'est une page arrachée à moitié, comme si quelqu'un avait essayé de l'enlever puis avait renoncé. Les mots écrits dessus sont à peine lisibles, griffonnés rapidement, l'encre bavée par endroits. Mais Henri parvient à déchiffrer. Si quelque chose m'arrive, si je ne reviens pas, cherchez dans les papiers de l'imprimerie. Facture août 78. Faux. Tout est faux. Henri sent le sang quitter son visage. Les papiers de l'imprimerie. Une facture d'août 1978. Fausse. Qu'est-ce que cela signifie? Il se précipite vers le bureau, fouille dans les vieux cartons qu'il n'a pas encore jetés. Les archives de l'imprimerie, où sont-elles? Il met plusieurs minutes à retrouver les bonnes boîtes. Ses mains tremblent tellement qu'il renverse un carton. Les papiers s'éparpillent sur le sol. Il se met à genoux, trie fébrilement les documents. Facture, bon de commande, relevé bancaire. Août 1978. Voilà.
un dossier complet du mois d'août. Henri épluche chaque facture. Rien ne lui paraît anormal. Des commandes habituelles. Faire-part, carte de visite, flyers publicitaires. Puis il tombe sur une facture qu'il fait s'arrêter, une commande importante, 1000 exemplaires de documents officiels pour la mairie, payés en espèces, un montant conséquent, 3000 francs. Henri se souvient de cette commande. C'était son frère, Robert, qui travaillait à la mairie de Villeurbanne, qui la lui avait apportée. Robert. Le frère cadet d'Henri. Ils ne se parlent presque plus depuis des années. Une brouille familiale après la mort de leur mère, une histoire d'héritage mal partagée. Mais à l'époque, en 78, les relations étaient encore cordiales. Robert passait régulièrement à la maison, il était proche de Marguerite, il l'emmenait parfois au cinéma ou à des expositions. Henri examine la facture de plus près. Quelque chose cloche, le tampon de la mairie semble étrange. L'encre est différente. Et le numéro de bon de commande ne correspond pas au système de numérotation habituel des administrations. Henri a produit assez de documents officiels dans sa carrière pour le savoir. C'est une fausse facture. Robert a commandé des faux documents officiels. 1000 exemplaires? Pour faire quoi? Henri sent la nausée monter. Des faux papiers. C'est illégal. C'est grave. C'est pour ça que Marguerite voulait lui parler. Elle avait découvert que son oncle utilisait l'imprimerie familiale pour produire des documents frauduleux. Mais est-ce suffisant pour faire disparaître quelqu'un, pour maintenir un silence pendant 22 ans? Henri réfléchit. Si Robert a paniqué, s'il a pensé que Marguerite allait le dénoncer, que cela détruirait sa carrière à la mairie, sa réputation. Les gens font des choses terribles quand ils ont peur, des choses impensables. Le jour commence à poindre quand Henri termine sa nuit d'insomnie. À 7 heures précises, il appelle Simone Lacroix. Elle répond rapidement. À 39 ans, Simone est devenue psychologue. Elle a épousé un professeur d'université. Elle a 2 enfants. Mais sa voix reste marquée par la culpabilité quand elle parle de Marguerite. Simone, j'ai trouvé le journal intime de Marguerite. Elle y parle d'un secret qu'elle voulait me révéler le soir de sa disparition. Elle dit qu'elle t'en avait parlé. Qu'est-ce qu'elle t'avait dit exactement? Un long silence au téléphone. Henri entend la respiration de Simone, saccadée, anxieuse. Monsieur Fontaine, je ne sais pas. Marguerite m'avait dit qu'elle avait entendu quelque chose, mais elle n'a jamais voulu me dire quoi. Elle disait que c'était trop dangereux, que moins j'en savais, mieux c'était. J'ai essayé de la faire parler, mais elle refusait. Elle répétait juste qu'elle devait en parler à vous, que vous sauriez quoi faire. Elle n'a jamais mentionné mon frère Robert? Robert? Non, je ne crois pas. Pourquoi? Henri lui explique la facture, les faux documents. Simone écoute sans l'interrompre. Mon Dieu, murmure-t-elle finalement. Vous pensez que c'est pour ça qu'elle a disparu? Je ne sais pas, mais je vais le découvrir. À 9 heures, Julien arrive de Paris. Il a pris le TGV du matin, il n'a presque pas dormi. Père et fils se retrouvent dans le salon, entourés des preuves disposées sur la table. Julien lit le journal de sa sœur, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Quand il a terminé, il regarde son père. « Oncle Robert, tu penses vraiment qu'il pourrait avoir... » « Je ne sais pas ce que je pense, mais nous devons aller à la police avec tout ça, maintenant. » Au commissariat central de Lyon, ils sont reçus par le commandant Sylvie Dufour, une femme d'une 50aine d'années, qui a repris l'ancien dossier de Marguerite Fontaine quand il a été informatisé. Elle écoute Henri lui raconter sa découverte, examine les objets, lit des extraits du journal. Son visage reste professionnel, mais Henri voit bien l'excitation dans ses yeux. Après 22 ans, une piste concrète. Monsieur Fontaine, nous allons rouvrir officiellement l'enquête. Ces éléments sont cruciaux. Je vais faire analyser ces objets par notre laboratoire. S'il y a des traces ADN, des empreintes, nous les trouverons. Et je vais convoquer votre frère pour l'interroger. Vous pensez qu'il est impliqué? Le commandant Dufour choisit ses mots avec précaution. Je pense qu'il a des questions à répondre. La facture que vous avez trouvée indique clairement une activité illégale. Si votre fille l'a découvert et s'apprêtait à le dénoncer, cela lui donne un mobile. Mais nous devons rester prudents. Il peut y avoir d'autres explications. Les jours suivants sont un tourbillon d'activités.
Le laboratoire confirme que les objets trouvés dans le grenier appartiennent bien à Marguerite. L'ADN sur la veste correspond à celui qu'ils ont dans leur base de données. Mais aucune autre empreinte n'est retrouvée sur le compartiment secret ou sur les objets. Celui qui les a cachés là a été prudent. Robert Fontaine est convoqué. Henri n'est pas autorisé à assister à l'interrogatoire, mais le commandant Dufour le tient informé. Robert nie farouchement toute implication dans la disparition de Marguerite. Oui, il admet avoir commandé des faux documents à l'imprimerie en 78. C'était pour un ami qui avait des problèmes administratifs. Il voulait l'aider, une stupidité de jeunesse. Mais il jure n'avoir jamais fait de mal à sa nièce, qu'il aimait comme sa propre fille. Il a été très convaincant, dit le commandant Dufour à Henri. Soit il dit la vérité, soit c'est un excellent menteur. Nous n'avons pour l'instant aucune preuve matérielle le liant à la disparition. La facture prouve l'activité illégale, pas le crime. Et le compartiment secret dans mon grenier? Qui d'autre que quelqu'un de la famille aurait pu le créer? Qui d'autre aurait eu accès à la maison pour y cacher les affaires de Marguerite? Votre frère affirme ne jamais être monté dans votre grenier. Il dit qu'il ne connaissait même pas l'existence de ce compartiment. Henri sent la frustration monter. Ils sont si proches de la vérité, mais elle leur échappe encore. Il y a un élément manquant, une pièce du puzzle qu'ils ne voient pas. C'est Julien qui a l'idée. Un soir, alors qu'ils dînent ensemble dans un silence morose, il pose soudain sa fourchette. « Papa, le compartiment dans le grenier. Tu as dit qu'il était caché derrière une étagère qui n'avait jamais été déplacée? C'est ça. Mais pour créer ce compartiment, il a fallu découper le mur, installer les charnières, poser le panneau. C'est un travail de menuiserie. Qui aurait pu faire ça sans qu'on le remarque? » Henri réfléchit. La maison a été rénovée plusieurs fois au fil des ans. Mais le grenier, jamais. Sauf... Il se redresse brusquement. L'été 78. On a fait réparer le toit. Il y avait eu des infiltrations d'eau pendant l'hiver. Des artisans sont venus, ils ont passé presque 3 semaines à travailler. Julien se lève d'un bond. Tu te souviens du nom de l'entreprise? Attendez, Henri fouille dans sa mémoire. Le Moine. L'entreprise Le Moine. Des couvreurs de Villeurbanne. C'est Robert qui me les avait recommandés. Les deux hommes se regardent. Robert. Encore Robert. Ce n'est pas une coïncidence. Le lendemain matin, ils apportent cette information au commandant Dufour. L'enquête prend un nouveau tour. L'entreprise Le Moine a fermé ses portes en 1990. Le propriétaire, Georges Le Moine, est décédé 5 ans plus tard. Mais le commandant Dufour et son équipe retrouvent la trace de 2 anciens employés. L'un vit maintenant dans le sud, près de Toulon. L'autre, Marcel Girard, habite toujours la région lyonnaise. Il a 68 ans, il est à la retraite. Marcel Girard est convoqué au commissariat le 18 septembre 2000. Henri et Julien attendent dans une salle attenante, derrière une glace sans teint. Ils observent l'homme qui entre dans la salle d'interrogatoire. Petit, voûté, les cheveux gris clairsemés, Marcel Girard ne ressemble pas à un criminel. Il semble juste fatigué, âgé avant l'heure. Le commandant Dufour commence l'interrogatoire calmement. Elle explique pourquoi Marcel est là. La disparition de Marguerite Fontaine en 1978. Les travaux effectués chez les Fontaines cet été-là. Le compartiment secret dans le grenier. Marcel Girard reste silencieux un long moment. Ses mains tremblent légèrement sur la table. Puis d'une voix rauque, presque inaudible, il parle. « Je savais que ce jour viendrait. 22 ans. 22 ans que je vis avec ça. » Henri sent son cœur s'emballer. Julien pose une main sur l'épaule de son père. Derrière la glace, ils retiennent leur souffle. Marcel Girard raconte. En été 1978, l'entreprise Le Moine travaillait effectivement chez les Fontaines. Lui et 2 collègues réparèrent le toit. Un jour, Robert Fontaine, le frère d'Henri, l'a pris à part. Il lui a proposé un travail supplémentaire, bien payé, mais qui devait rester absolument secret. Créer un compartiment caché dans le grenier, derrière une étagère. Marcel a accepté. Il avait besoin d'argent. Sa femme était enceinte de leur 3e enfant. Il a construit le compartiment pendant que les Fontaines étaient absents, en vacances pour le mois d'août.
Robert venait vérifier le travail, donnait des instructions précises. Il voulait que ce soit indétectable. Marcel a fait du bon travail. Quand les Fontaine sont rentrés, personne n'a rien remarqué. Mais je ne savais pas à quoi ça servirait, insiste Marcel. Monsieur Robert m'a dit que c'était pour cacher des documents professionnels confidentiels. Je l'ai cru. Je ne me suis douté de rien. Et ensuite, demande le commandant Dufour. Marcel hésite, ses yeux se remplissent de larmes. En septembre, j'ai appris pour la disparition de la petite. J'ai vu les affiches partout. J'ai lu les journaux. Et j'ai compris. J'ai compris que j'avais aidé à créer une cachette, mais je ne savais pas quoi faire. Si je parlais, j'avouais que j'avais construit ce compartiment. J'étais complice. J'avais peur d'aller en prison, de perdre mon travail, ma famille. Alors je me suis tu. Le commandant Dufour se penche vers lui. Monsieur Girard, êtes-vous en train de nous dire que Robert Fontaine a utilisé ce compartiment pour cacher les affaires de Marguerite? Je ne sais pas, je n'ai aucune preuve. Mais qui d'autre connaissait son existence? Dans la salle adjacente, Henri est livide. Son propre frère a fait construire cette cachette. Et quelques semaines plus tard, Marguerite disparaissait et ses affaires se retrouvaient dans cette même cachette. C'est impossible. C'est inconcevable. Mais c'est la seule explication logique. Robert Fontaine est de nouveau convoqué. Cette fois, l'interrogatoire est plus dur. Face au témoignage de Marcel Girard, face aux preuves qui s'accumulent, Robert ne peut plus nier avoir fait construire le compartiment. Mais il maintient qu'il n'a rien à voir avec la disparition de Marguerite. J'avais besoin d'une cachette pour des documents compromettants, finit-il par admettre. Les faux papiers que je produisais, ce n'était pas juste pour un ami. C'était une activité régulière. Je gagnais beaucoup d'argent avec ça. J'utilisais l'imprimerie d'Henri sans qu'il le sache. Je ne pouvais pas garder les preuves chez moi, ma femme aurait pu les trouver. Alors j'ai pensé au grenier d'Henri. Il n'y montait jamais. C'était l'endroit parfait. Et Marguerite a découvert votre trafic, dit le commandant Dufour. Ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Robert baisse la tête. Oui, elle m'a entendu en parler avec Henri. Enfin, elle croyait parler à Henri. C'était moi dans son bureau ce jour-là. Je discutais avec un client au téléphone. Des détails sur une nouvelle commande de faux documents. Marguerite est rentrée plus tôt que prévu. Elle a entendu. Je l'ai compris à son regard quand elle m'a croisé dans l'escalier. Elle savait. Qu'avez-vous fait? J'ai paniqué. Ma carrière, ma réputation, tout était en jeu. Si elle parlait, j'allais en prison. J'ai essayé de lui expliquer, de la raisonner. Mais Marguerite était têtue. Elle disait que c'était mal, que c'était illégal, qu'elle devait en parler à son père. Le silence dans la salle d'interrogatoire est pesant. Henri, derrière la glace, retient son souffle. Julien serre le poing. J'ai décidé de l'empêcher de parler, continue Robert, la voix brisée. Je savais qu'elle avait prévu de tout raconter à Henri le soir du 16 septembre. J'ai lu son journal quelques jours avant. Je l'ai trouvé dans sa chambre pendant qu'elle était au lycée. J'allais régulièrement dans la maison quand la famille était absente pour accéder au compartiment du grenier, pour y déposer ou récupérer des documents. C'était facile. J'avais fait faire un double des clés. Vous avez lu son journal. Vous saviez qu'elle allait parler. Alors qu'avez-vous fait? Robert lève enfin les yeux. Ils sont rouges, gonflés par les larmes. J'ai appelé chez Henri depuis la maison des Lacroix. Ils étaient sortis, j'ai profité de leur absence. Je connaissais la famille, je savais leurs habitudes. J'ai imité une voix féminine au téléphone. J'ai dit à Marguerite que ses amis l'attendaient. Je voulais juste la faire sortir de la maison, l'empêcher de parler à Henri ce soir-là. Je pensais gagner du temps, trouver une solution. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Non! Robert pleure maintenant ouvertement. Quand Marguerite est sortie, je l'attendais dans ma voiture, quelques rues plus loin. Je l'ai suivie. Puis je me suis arrêté à sa hauteur. J'ai baissé la vitre. Je lui ai dit de monter, que j'avais à lui parler. Elle a hésité. Mais j'étais son oncle. Elle me faisait confiance. Elle est montée. Henri sent les larmes couler sur son propre visage. À côté de lui, Julien tremble de colère et de chagrin. Nous avons roulé. Je lui ai expliqué la situation. Je l'ai supplié de ne rien dire. J'ai promis d'arrêter mon trafic, de tout arrêter si elle gardait le secret. Mais Marguerite refusait.
Elle disait que ce n'était pas juste, que ce n'était pas bien. Elle voulait que je me dénonce. Elle était si jeune, si idéaliste. Elle ne comprenait pas ce que cela signifierait pour moi, pour ma famille. Où l'avez-vous emmenée? Dans un entrepôt abandonné près du port Édouard Herriot, un bâtiment désaffecté où personne ne venait jamais. Je voulais juste la garder là quelques jours, le temps de réfléchir, de trouver une solution. Je lui apportais à manger, de l'eau. Je lui disais que bientôt elle pourrait rentrer, que nous trouverions un arrangement. Le commandant Dufour fronce les sourcils. Vous l'avez séquestrée? Oui, pendant 3 jours. Mais Marguerite était de plus en plus désespérée. Elle pleurait, elle me suppliait de la laisser partir. Le 3e soir, le 19 septembre, j'ai apporté son dîner comme d'habitude. Elle était allongée sur le matelas que je lui avais fourni. Elle ne bougeait pas. Je me suis approché. Elle ne respirait plus. Un cri étouffé résonne dans la salle adjacente. C'est Henri. Julien le retient, l'empêche de se précipiter dans la salle d'interrogatoire. Robert continue, la voix mécanique, comme s'il récitait quelque chose qu'il a répété 1000 fois dans sa tête pendant 22 ans. Je pense que c'était son cœur. Elle avait un souffle au cœur depuis l'enfance, je m'en souvenais. Le stress, la peur, l'enfermement, c'était trop pour elle. Je n'ai pas voulu la tuer. Je le jure. Je voulais juste l'empêcher de parler, gagner du temps. Mais elle est morte, et tout est devenu irréel. Qu'avez-vous fait du corps? J'ai paniqué. J'ai attendu la nuit. Puis j'ai emmené Marguerite loin de Lyon, à la campagne, dans un endroit isolé que je connaissais, près de Bourg-en-Bresse. Un bois épais où personne ne va jamais. J'ai creusé, j'ai enterré. Et puis, je suis rentré chez moi, j'ai pris une douche. J'ai brûlé mes vêtements dans la cheminée. Le lendemain, j'ai fait comme si de rien n'était. Et les affaires de Marguerite? Je les ai gardées dans ma voiture quelques jours. Puis, quand les recherches ont commencé à s'intensifier, j'ai eu peur qu'on les trouve chez moi ou dans ma voiture. Alors, j'ai attendu un moment où Henri et Claire étaient sortis. J'ai utilisé mes clés, je suis monté au grenier et j'ai caché les affaires dans le compartiment que j'avais fait construire. Je me disais que personne ne les trouverait jamais là, et pendant 22 ans, personne ne les a trouvées. Jusqu'à aujourd'hui. Le commandant Dufour se lève. Elle est pâle, secouée par cette confession. Même après des années dans la police, certaines histoires la touchent plus que d'autres. Celle-ci est particulièrement cruelle. Un oncle qui cause la mort de sa nièce par peur, par lâcheté, par orgueil. Monsieur Fontaine, pouvez-vous nous montrer l'endroit où vous avez enterré Marguerite? Robert hoche la tête lentement. Oui, je peux vous montrer. Après toutes ces années, je peux enfin vous montrer. Les jours suivants se déroulent dans une sorte de brouillard irréel pour Henri et Julien. Robert Fontaine guide la police jusqu'à un bois près du village de Vonas, à environ 60 km au nord de Lyon. L'endroit est isolé, caché par une végétation dense. Une équipe de spécialistes commence les fouilles. Il leur faut 2 jours pour retrouver les restes. Le 23 septembre 2000, les analyses ADN confirment ce que tout le monde savait déjà. Les ossements retrouvés sont ceux de Marguerite Fontaine. Après 22 ans, elle rentre enfin à la maison, ou du moins, ce qu'il reste d'elle. Les funérailles ont lieu le 30 septembre, par un samedi pluvieux typique de l'automne lyonnais. L'église est bondée. Des centaines de personnes sont venues rendre un dernier hommage à Marguerite. Des anciens camarades de classe, maintenant dans la quarantaine, les larmes aux yeux. Simone Lacroix, effondrée, incapable de retenir ses sanglots. L'inspecteur Marchand, venu spécialement du Midi, le visage grave. Et Henri, debout près du cercueil blanc, la main de Julien dans la sienne. Le prêtre parle de pardon, de paix, d'âme, qui retrouvent le repos. Mais Henri entend à peine. Il regarde le cercueil et se demande comment il va vivre avec cette vérité, son propre frère, l'homme avec qui il a grandi, joué, partagé les joies et les peines de l'enfance. Cet homme a causé la mort de sa fille. Cet homme a laissé sa famille souffrir pendant 22 ans, les a laissés chercher désespérément, espérer follement, alors qu'il savait depuis le début. Robert Fontaine a été arrêté et inculpé de séquestration, ayant entraîné la mort sans intention de la donner, dissimulation de cadavre,
et production de faux documents. Ses avocats plaident l'absence d'intention homicide, arguant que Marguerite est morte de cause naturelle aggravée par le stress, mais la justice est implacable. En mars 2001, après un procès médiatisé qui déchire la famille Fontaine et choque l'opinion publique lyonnaise, Robert est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Henri assiste à chaque jour du procès. Il écoute son frère raconter encore et encore cette nuit de septembre 78. Il entend les experts médicaux expliquer comment Marguerite, avec son souffle au cœur congénital jamais traité, n'a pas supporté le stress extrême de la séquestration. Il voit les photos de l'entrepôt où sa fille a passé ses 3 derniers jours terrifiée et seule. Et il ne sait pas ce qui est pire. La mort de Marguerite ou la découverte que quelqu'un qu'il aimait et en qui il avait confiance était capable d'une telle cruauté. Les mois passent. Henri emménage finalement dans un appartement plus petit, près du Rhône. Il ne pouvait plus vivre dans la maison de la Croix-Rousse. Trop de souvenirs, trop de douleurs. Julien l'aide à s'installer, passe plus de temps avec lui, essaie de reconstruire ce qui peut l'être d'une famille détruite. La tombe de Marguerite, au cimetière de la Guillotière, devient un lieu de paix pour Henri. Il y vient chaque semaine, pose des fleurs fraîches, parle à sa fille. Il lui raconte sa vie, les petits-enfants qu'elle n'a jamais connus, le monde qui a changé depuis qu'elle l'a quitté. Et il lui demande pardon. Pardon de ne pas avoir été là ce soir-là. Pardon de ne pas avoir su protéger son désir de faire ce qui était juste. Pardon d'avoir mis 22 ans à la retrouver. Simone Lacroix écrit un livre sur l'affaire, avec la permission d'Henri et Julien. Un témoignage psychologique sur l'impact des disparitions sur les familles, sur la culpabilité du survivant, sur le poids des secrets. Les bénéfices de la vente sont versés à une association d'aide aux familles de disparus. Marguerite, d'une certaine façon, aide encore les autres même après sa mort. Julien, lui, se rapproche de ses propres enfants. La disparition et la découverte de la vérité sur le sort de Marguerite lui ont appris la fragilité de la vie, l'importance de chaque instant passé avec ceux qu'on aime. Il leur parle de leur tante qu'ils n'ont jamais connue, de la jeune fille brillante et idéaliste qui a choisi de faire ce qui était juste, même au prix de sa vie. En septembre 2002, 4 ans après la découverte dans le grenier, Henri retourne au bois près de Vonas, à l'endroit exact où Marguerite reposait pendant 22 ans. La municipalité locale, touchée par l'histoire, a autorisé la plantation d'un arbre à cet endroit. Un cerisier, l'arbre préféré de Marguerite quand elle était petite. Henri le regarde, déjà haut de plusieurs mètres, ses branches se déployant vers le ciel. Il pose sa main sur l'écorce lisse et ferme les yeux. Il pense à Marguerite, à son courage, à son désir de vérité et de justice. Il pense à Claire, qui n'a jamais su ce qui était arrivé à leur fille, morte en emportant cette douleur sans réponse. Il pense à Robert, vieillissant en prison, portant le poids de ses actes, et il pense à lui-même, à ses 22 années de recherche qui ont défini sa vie entière. La vérité, finalement découverte, ne lui apporte pas la paix qu'il espérait. Elle apporte une forme de clôture, certes, mais aussi une douleur nouvelle, plus profonde. Savoir est à la fois une bénédiction et une malédiction. Henri aurait-il préféré ne jamais trouver ce compartiment dans le grenier, ne jamais découvrir le rôle de son frère, continuer à vivre dans l'ignorance, avec l'espoir ténu que peut-être, quelque part, Marguerite était encore vivante? Il ne le sait pas. Il ne le saura jamais. Ce qu'il sait, c'est que Marguerite a été retrouvée, qu'elle a été enterrée dignement, que justice a été rendue, d'une certaine manière, et que son histoire, aussi tragique soit-elle, rappelle une vérité essentielle. Les secrets les plus sombres finissent toujours par émerger, d'une façon ou d'une autre. Le temps ne les efface pas. Il les cache simplement dans des compartiments secrets de nos vies, jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un déplace l'étagère qui les dissimule. Henri ouvre les yeux. Le soleil d'automne filtre à travers les feuilles du cerisier, projetant des ombres dansantes sur le sol. Il murmure un dernier au revoir à sa fille, tourne les talons et s'éloigne lentement sur le chemin de terre. Derrière lui, le cerisier continue de grandir, témoin silencieux d'une tragédie que personne n'oubliera jamais.
Cette affaire nous montre comment les secrets de famille, même ceux que l'on pense enterrés à jamais, finissent toujours par refaire surface. La détermination d'Henri Fontaine à ne jamais abandonner pendant 22 années a permis à sa fille de recevoir enfin la sépulture qu'elle méritait et à la vérité d'éclater au grand jour. Mais elle révèle aussi jusqu'où peut aller la peur quand elle s'empare d'un être humain et comment une série de mauvais choix peut détruire des vies entières. Qu'en pensez-vous? Avez-vous remarqué les indices disséminés tout au long de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si ce type d'enquête approfondie vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Laissez un like si cette histoire vous a touché et partagez-la avec quelqu'un qui apprécierait également ce genre de récit.